Bonjour, c'est le professeur Hervé Saint-Louis du département Arts et Lettres. Je suis professeur en médias émergents dans le programme de communication. J'aimerais vous parler de mon expérience d'enseignement asynchrone en utilisant la plateforme YouTube. J'ai préparé 11 séances asynchrones que j'ai enregistrées et déposées sur YouTube dans le cadre de 2 cours que j'avais à enseigner durant la session hiver 2020 à l'UQAC. Les séances, c'était l'équivalent de 8 cours plus un module qui est un peu plus court. J'ai fait une présentation orale qui était ajustée avec des diapositives. En plus de PowerPoint et Adobe Animate pour les animations, j'ai aussi utilisé SoundForge pour l'enregistrement et Vegas Pro pour le montage vidéo. Étant professeur en médias émergents, mes étudiants produisent déjà des vidéos YouTube fréquemment. J'ai utilisé cette opportunité pour faire des présentations idéales pour mes étudiants. Donc, leur montrer exactement ce que j'aimerais qu'ils fassent en faisant moi-même une vidéo YouTube. Je voulais permettre à mes étudiants de pouvoir suivre les cours avec la flexibilité d'un horaire qui prend en compte le fait qu'on soit en pandémie. Avec beaucoup d'étudiants français, j'ai voulu accommoder tous mes étudiants. Le nombre de diapositives dans les séances sur YouTube était similaire à celle d'une séance en classe. Parfois une trentaine, parfois une quarantaine de diapositives. Donc, la séance sur YouTube, c'est une lecture magistrale, c'est un cours magistral qui est concentré et souvent pouvait durer seulement une trentaine de minutes, même si que c'est le même contenu qu'une séance normale en classe qui est livré. Donc, il y a une concentration du savoir dans un nombre de temps plus restreint quand on fait une vidéo sur YouTube. Ça demande plus d'attention à l'étudiant car il y a beaucoup plus de théories, beaucoup plus de savoirs qui sont transmis dans un plus court laps de temps et sans discussion en groupe, sans débat pour réfléchir sur le contenu qui vient juste d'être transmis par le prof. C'est très différent de l'approche que j'ai habituellement en classe où là, on arrête l'enseignement et on demande aux étudiants de participer en équipe. On leur pose des questions, on leur demande de débattre, de faire des commentaires sur les contenus qui sont enseignés. C'est pas quelque chose que je pouvais faire avec une vidéo asynchrone sur YouTube. Pour certaines des séances, j'ai décidé de diviser les contenus en 2 pour limiter la durée, donc pour permettre aux étudiants d'être capables de mieux suivre le contenu qui était beaucoup plus concentré dans une plus courte période de temps. La séance la plus longue que j'ai eue était environ 1 heure et demie et la plus courte était 4 minutes et demie. Donc, pour la préparation du cours, je montais le cours et ensuite je l'exportais sur YouTube. J'annonçais chaque nouvelle séance sur Moodle en intégrant un lien direct dans les annonces. Puisque j'utilise une chaîne spécifique, plusieurs étudiants attendaient pas après mes annonces sur Moodle pour aller voir les cours, mais s'abonnaient directement à ma chaîne sur YouTube pour être capable d'avoir une alerte dès qu'il y avait une nouvelle vidéo qui était déposée. Le fait que des étudiants ont choisi de s'abonner à la chaîne sans aucune suggestion de ma part démontre que les étudiants prennent le contrôle sur leur propre éducation et en même temps maîtrisent les outils des médias émergents de façon très pratique. Avec les 2 cours qui étaient nouveaux, j'ai dû faire quelques ajustements dans certains des contenus vu le manque d'accès au laboratoire informatique et à la bibliothèque. Les étudiants qui avaient des questions après l'écoute des cours étaient invités à me contacter par courriel. La préparation des cours en vidéo YouTube est très onéreuse. J'ai choisi de faire un enregistrement propre et bien éditer les cours pour retirer les silences, les pauses et les erreurs de langage. Mis à part la préparation du contenu des cours, un enregistrement et un montage peut souvent dépasser plus que 12 heures de travail après avoir préparé le cours. Donc, pour ceux qui sont intéressés à faire des cours en mode asynchrone, sachez que ça peut prendre du temps, surtout si vous faites un montage et un enregistrement propre des contenus. Donc, j'ai créé un playlist ou une liste d'écoute par cours qui était bien identifiée. Les métadonnées sur chaque séance sur YouTube étaient très claires. Dans les métadonnées, il y avait l'information sur le fait que c'était un enregistrement d'une séance de cours, le nom du cours, l'université, le contexte. En faisant ça, ça me permet d'être capable de représenter l'UQAC correctement et aussi de promouvoir notre programme de communication qui est tout nouveau. Dans un seul des cours, j'ai été capable de remplacer le travail de recherche finale par des quiz sur chaque séance sur YouTube.
Pour le deuxième cours, les étudiants avaient un projet final à remettre se basant sur les séances sur YouTube. Donc, c'était facile de savoir est-ce que les étudiants ont écouté ou pas le cours puisque les instructions étaient dans la vidéo YouTube. Je sais que plusieurs des étudiants écoutaient les vidéos plusieurs fois pour aider leur apprentissage. Avant les quiz, on pouvait voir l'augmentation des écoutes des vidéos par les étudiants. J'assume que c'était les étudiants qui écoutaient. Les quiz étaient donnés au moins une semaine après qu'ils aient été déposés sur YouTube pour donner du temps aux étudiants d'écouter les vidéos. Les étudiants ont eu un travail à faire sur un média social en direct où je pouvais observer les gazouillements qu'ils faisaient sur Twitter pour régler une crise à partir d'un enseignement qu'ils ont eu d'un des vidéos. Je dois dire que les résultats des étudiants pour cet exercice étaient très bons. Donc, on voit que même pour un exercice pratique qu'ils devaient appliquer, les étudiants n'ont pas eu de difficultés à partir du cours YouTube pour faire l'exercice. Les résultats des évaluations des étudiants sur les contenus YouTube et même les examens finaux dans les deux cours démontrent une maîtrise exceptionnelle des contenus provenant de YouTube. Dans un des cours, les notes étaient très élevées dans l'examen final. En général, tous mes étudiants ont très bien réussi avec ce mode d'enseignement. Les étudiants ont apprécié d'avoir la flexibilité de suivre les séances en mode asynchrone. Durant cette période, certains de mes étudiants ont dû retourner en France. Ce mode d'enseignement était très pratique pour eux. Une fois produit, ce cours existe et peut être réutilisé l'an prochain si nécessaire, tout en me donnant le contrôle total de la disponibilité du contenu. Donc, l'an prochain, s'il faut reprendre les cours, je peux, à partir de mes enregistrements, faire des ajustements, rajouter des modules, rajouter des sections, en retirer d'autres et avoir quand même un cours déjà développé. J'ai le contrôle total de la disponibilité du contenu. Donc, je peux les retirer quand je veux. Je peux les cacher ou donner un accès limité aux vidéos, aux personnes que je choisis. J'ai choisi un affichage totalement public sur YouTube. Une note intéressante que vous avez déjà remarqué vis-à-vis les enregistrements, c'est que je ne fais pas de lecture de texte quand je parle. Je pense tout haut sans avoir la réaction des étudiants ou de quelqu'un qui me regarde. Donc, il y a une espèce d'espace réflectif qui donne un enregistrement qui a l'air un peu saccadé et non fluide. J'ai l'air d'un robot. C'est un enjeu de performance narrative pour quelqu'un qui n'est pas un acteur ou un animateur radio et qui est plus pensif que spontané. Certains étudiants m'ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'espace à la maison personnel pour écouter les enregistrements. Cette situation aurait été la même avec une formation synchrone à la maison puisque tous les membres de la famille sont confinés, que ce soit asynchrone ou en synchrone. Pour septembre, qu'est-ce que je vais faire? C'est que la première séance de cours va être en mode synchrone. Ensuite, le lendemain, je vais déposer la première séance YouTube. Et la semaine suivante, aux heures de cours, je vais recommencer un cours en mode synchrone. Mais au début de la séance, il va y avoir un quiz sur la vidéo qui a été déposée auparavant. Et ensuite, on va suivre d'une séance normale où on va discuter des contenus du vidéo ensemble. On va répéter ce processus-là à chaque semaine. Une question qui est très importante pour moi, c'est est-ce qu'on devrait partager son savoir intellectuel sur une plateforme publique comme YouTube? Est-ce une fragilisation de l'enseignement universitaire et de l'offre de l'UQAC? Une des raisons pourquoi j'ai choisi de partager le contenu, de le rendre totalement public, c'est une vision de partage du savoir avec l'humanité, ce qui est la mission universitaire qu'on a habituellement. Donc, je ne suis pas le seul universitaire à faire ces choses-là présentement. Il y a beaucoup de contenus universitaires qu'on peut retrouver. Il faut rappeler aussi que des contenus avancés comme ça en français, c'est plutôt rare. Les sessions que j'ai mis en ligne ne sont pas des cours complets. Les contenus des séances s'appuient sur d'autres savoirs que les étudiants ont déjà eu en classe avec moi. Pour l'automne, cependant, j'ai décidé de limiter les séances à seulement mes étudiants sur YouTube, en leur donnant des vidéos cachées avec un lien dont seuls eux peuvent avoir accès. L'important pour moi, c'est que mes étudiants, en utilisant YouTube, puissent maîtriser le langage des médias émergents aussi bien qu'en produire. Donc, utiliser une plateforme avec laquelle ils ont déjà une forte familiarité pour l'enseignement me permet seulement que de renforcer les apprentissages connexes. Merci beaucoup et c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée.